Salut à toi, je t'enregistre cette vidéo en marchant. J'ai mon petit micro cette fois-ci, j'espère que le son va être un peu meilleur. Je suis obligée de mettre ma main dessus parce qu'il y a du vent et que finalement ça risque d'être plus désagréable qu'autre chose. Bon, tu me diras en commentaire hein, si c'est ok pour toi au niveau du son. Et je sais que moi aussi je suis quelqu'un qui apprécie écouter les vidéos avec un son agréable. Alors en plus d'être en extérieur, je suis essoufflée. Donc c'est sûr que pour enregistrer cette vidéo, c'est pas l'idéal. Mais voilà, c'est dans des moments comme ça que je peux un peu me livrer à toi. Quand je suis au milieu de la nature, je fais une marche dans la campagne. Et bien sûr, tu t'en doutes, à quoi je pense. Évidemment, il y a ces souvenirs de la vie que j'ai eue les dernières années avec ma sœur jumelle avant qu'elle ne meure, donc du cancer. Alors, si toi tu es tombé sur cette vidéo par hasard, j'ai créé cette chaîne pour parler du deuil de ma sœur jumelle. Mais en fait, c'est pas le deuil de ma sœur jumelle, c'est mon deuil à moi. Et c'est la mort de ma sœur jumelle. Et donc, 3 ans sont passés et je suis encore sur le chemin de guérison. Je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça comme ça. Et donc j'ai créé une petite playlist par année. Tu vois, je suis bien organisée, bien ordonnée. Même si ces vidéos sont assez artisanales, elles sont faites juste pour témoigner, pour partager, pour qu'on soit ensemble en fait. Ce ne sont pas des vidéos qui ont le but de devenir des succès planétaire, d'accord? Donc bien sûr, tu es invité à t'abonner si tu te sens concerné évidemment par la problématique, si toi-même tu vis une situation un peu pareille et si tu apprécies cette vidéo, cette petite balade dans la campagne bretonne en fin de journée, bientôt il va faire nuit, et bien tu peux aussi mettre un pouce évidemment sur cette vidéo. Voilà. Alors pour en revenir à mon sujet, à quoi donc est-ce que je pensais? Alors ça va être un petit peu un sujet polémique. Hein. Malheureusement, les images qui me revenaient en marchant là, c'est quand ma soeur jumelle était malade. Donc elle a été malade pendant 4 ans et 4 mois avant de décéder. Et la dernière année de sa vie, elle était complètement clouée au lit, complètement immobilisée parce qu'elle avait une métastase au niveau de la hanche qui avait migré vers le genou d'une des 2 jambes et bon, elle a été extrêmement mal accompagnée. C'est vraiment les choses que je racontais un peu plus dans les vidéos des années précédentes. Je fais demi-tour. Et donc voilà, pour te dire que dans cette dernière année, elle a été prise en charge par l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Mais pas seulement ça, elle a été prise en charge par différentes aides-soignantes et d'infirmières. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Donc si toi tu es dans ce métier-là, si tu es infirmière ou si tu es aide-soignante, je te prie de ne pas te sentir concernée ou de ne pas te sentir agressée par ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire n'est pas agréable du tout. Mais ça correspond à l'expérience que nous avons vécue, ma soeur jumelle, qui est totalement vraie. Et qui m'a énormément fait souffrir. Rien que de t'en parler, j'ai envie de pleurer là. Tout simplement parce que il y a un moment donné, on a envie de comprendre comment réfléchissent ces personnes-là qui sont dans ce métier très difficile. J'étais en train de me demander pourquoi il y avait un tel détachement, un côté glacial, tu sais, entre le praticien et le malade en fait. Et je me souviens que ma soeur jumelle donc était percluse de douleur hein, parce qu'elle avait elle avait des métastases osseuses et tous ceux qui connaissent ça savent à quel point c'est douloureux, mais à un point terriblement douloureux, et qu'en plus de ça elle avait
des souffrances psychologiques parce qu'elle était alitée, ne pouvait pas se redresser sur son lit, ne pouvait pas être autonome pour quoi que ce soit. Et à côté de ça, elle subissait et nous subissions du harcèlement moral. Donc bon, tout un cocktail absolument désagréable. Voilà, je refais pas un topo là-dessus parce que bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, ce dont je voulais parler là, c'était le fait que le comportement qu'elle avait, une des infirmières en particulier, pourtant on l'aimait bien, ma sœur et moi, et il y a des moments elle était super gentille, mais alors, à chaque fois qu'elle venait s'occuper de ma sœur, elle était brutale. Vraiment, elle était brutale. Elle se heurtait, elle était toujours pressée. Alors oui, je connais le contexte. Les infirmières sont mal payées, elles n'ont pas de reconnaissance sociale, professionnelle, elles sont toujours pressées, elles doivent faire des kilomètres et des kilomètres entre chaque patient puisqu'elles viennent à domicile. Leurs conditions de travail sont compliquées, leurs conditions de vie sont difficiles. Tout ça, je le sais, hein, donc c'est pas la peine, j'allais dire, de me raconter ça. Mais c'est vrai que je me disais, si je me retrouvais dans cette place-là, bon, je ne sais pas comment je réagirais, évidemment on ne peut jamais se mettre à la place des autres, mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée des gens qui travaillent dans les morgues. Et je me disais, si je devais m'occuper chaque jour d'un corps mort, est-ce que je n'aurais vraiment aucun respect pour cette âme qui s'est éteinte? Enfin, donc l'âme ne s'éteint pas, mais en tout cas ce corps physique est mort. Ou est-ce que vraiment je perdrais la notion d'humanité qui est attachée en fait à ce corps? Je me posais vraiment ces questions-là parce que quand l'infirmière venait s'occuper de ma sœur, et ça s'est produit aussi quand elle était dans les soins palliatifs, donc en clinique, il y avait ce côté mais tu nous emmerdes en fait avec tes douleurs. Tu nous emmerdes à souffrir. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus vite dans notre travail. Nous, ce qu'on veut, c'est être débarrassé. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire les choses et ne pas être trop emmerdé en fait. Je pourrais continuer à parler comme ça, tu vois. Et donc toi, tu nous emmerdes vraiment avec tes douleurs. Et en plus, c'est 2 fois par jour les soins. Donc 2 fois par jour, quand je dis les soins, c'est le nettoyage. Hein. Parce que ma soeur n'avait pas de traitement possible. Donc résultat, qu'est-ce qu'on fait? On accélère, on laisse le patient engeindre, parce que de toute façon, on sait qu'il ne pourra pas se lever et te mettre une tarte dans la figure. Plusieurs fois, j'ai dit à ma soeur, mais laisse-moi être ton bras. Laisse-moi donner une tarte dans la gueule de ces gens-là. Parce qu'il n'y avait pas que les infirmières. Hein. Laisse-moi être cette personne-là. Je parle même aussi d'une certaine aide-soignante. Elles n'étaient pas toutes comme ça. Hein. Il y en avait une en particulier qui était un véritable trésor. C'est pour dire que c'est la nature humaine. C'est pas le métier, c'est la nature humaine. Il y en a qui font bien leur travail, il y en a qui le font pas. Il y en a qui mettent du cœur à l'ouvrage, il y en a qui peuvent plus. Chacun a son histoire. Peu importe, je m'en fous. Mais à la fin de l'histoire, le résultat, c'est l'instant présent. Moi, je m'en fous de savoir ce que tu as vécu dans toute ta vie et ce qui t'a amené à peut-être être comme ça aujourd'hui. Moi, tout ce que je vois, c'est ce que tu fais là aujourd'hui. Et ce que tu fais est inhumain. Parfois, c'est inhumain. Donc, il y avait cette aide-soignante, donc je change de sujet, je parlais de l'infirmière, mais je vais revenir. Et l'aide-soignante qui venait, qui ne voulait pas en foutre une pour les repas. C'est une... Bon, allez, je vais être injurieuse. J'ai failli être injurieuse, mais je ne vais pas le faire. C'était vraiment une femme qui ne voulait pas en foutre d'eux et qui se disait de toute façon, mais vas-y, cours toujours. Qui c'est qui va venir me foutre une claque dans la figure? Donc quand j'avais demandé à ma soeur, mais laisse-moi foutre une claque dans la figure de ces gens-là, elle m'avait dit non, fais pas ça, Kenza. Tu te rends pas compte à quel point je vais le payer après, quand tu seras pas là, derrière ton dos, par des actes très sournois. Et donc je l'avais cru, je m'étais dit, bah ouais, elle a peut-être raison en fait. Effectivement, c'est tout à fait possible que ça arrive. Je devais faire confiance à ma soeur parce qu'elle m'a fait peur. Je me suis dit, s'il se venge sur elle, qu'est-ce qui va se passer? Déjà que sa situation est épouvantable. Mais alors si en plus tu te mets à dos les gens qui viennent prendre soin de toi,
Et parce que tu n'as pas le choix, ah ben c'est catastrophique. Donc je me suis tenue à carreau. Mais je peux te dire à quel point j'ai encore cette rage à l'intérieur de moi, de me dire mais combien de fois j'aurais voulu me lever et réagir. Alors oui, une fois, ma soeur m'a dit j'en peux plus. Essaie de trouver quelqu'un d'autre. Essaie de trouver une autre infirmière. Tu te doutes bien de la réponse. Impossible. Impossible parce que les choses sont très verrouillées. À cette période, quand on a voulu sortir des griffes des soins palliatifs, l'infirmière, pas l'infirmière, la médecine, celle qui était directrice en fait, une horreur cette femme, une horreur absolue. Mais elle était d'une perversité incroyable. Quand on a voulu quitter cet endroit, parce que c'était prévu de toute façon, elle devait quitter cet endroit au bout de 2 semaines. Et en fait, elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas pu sortir avant 2 mois. Donc pendant 2 mois, elle a été gavée de médicaments, alors qu'on était contre, elle et moi. Ils n'ont absolument pas respecté quoi que ce soit de son protocole. En fait, ils voulaient accélérer sa mort. Et ils voulaient surtout pas la laisser sortir. En fait, elle était incarcérée. Et on a fait des pieds et des mains pour réussir à la faire sortir de là. Mais j'ai tellement de rage encore quand j'y pense, c'est dingue. Tout ça pour dire que pour sortir de cet endroit-là, on a été pris en otage. C'est soit ma sœur jumelle acceptée, et moi aussi, donc la prise en charge de l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, soit elle ne sortait pas. Comment elle a fait pour faire pression sur nous ? Elle a, parce qu'on est dans une petite ville, elle a simplement dit qu'elle n'autoriserait pas en fait la sortie. Elle, en tant que médecin, directrice de sa putain de clinique, elle n'avait pas le droit de sortir si elle n'avait pas une infirmière qui était entrée dans le dispositif de l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Voilà. Alors nous, on ne voulait pas l'hospitalisation à domicile. On avait déjà réussi à sortir des griffes une première fois. C'était 4 mois plus tôt. Et là, elle voulait qu'on y retourne. Donc on n'a pas eu le choix. Donc moi j'ai téléphoné à plein d'infirmières. Je leur ai expliqué la situation. Elles se sont toutes protégées en disant ah non, moi je travaille que en accord avec le médecin et donc avec l'HAD. Si votre sœur ne veut pas rentrer dans le dispositif de l'HAD, moi je ne veux pas prendre de risque. Donc je ne m'en occuperai pas. Et j'ai cherché. Évidemment, il n'y en a aucune qui a voulu. Donc on était pris au piège. Et la médecin directrice, elle le savait. Donc on a signé le papier pour que ma sœur puisse sortir de son incarcération. Donc on a eu cet HAD qui est venu se réinstaller à la maison. Si toi tu connais l'histoire, si tu es sur cette chaîne depuis le début, tu connais la fin malheureusement. Ce qu'on craignait est arrivé. C'est que un soir, une nuit, ils l'ont euthanasié. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire comme ça, face caméra. L'infirmière me l'a confirmé, mot pour mot, voilà. Et elle est morte, ma sœur. Donc, c'est pour dire que ça n'a pas été possible de changer d'infirmière. Ça n'a pas été possible d'avoir une infirmière qui accepte de faire son travail en dehors de ce dispositif. Impossible. Et on avait raison de ne pas vouloir ce dispositif-là parce qu'on savait que derrière on perdait le contrôle. Donc tout ça pour en revenir à l'infirmière, c'est que cette personne-là, en fait, elle se permettait ce qu'elle voulait. Alors elle n'était pas déontologiquement hors des clous. Elle faisait très bien son travail, on va dire, si on considère que l'être humain, il est une chose qui doit fermer sa gueule. Elle était bien, elle n'avait pas de gestes malveillants, elle n'avait pas de torture, elle ne faisait pas mal son boulot. C'est juste qu'elle ne voulait pas que ma soeur ait mal. Donc malgré la douleur, elle continuait de faire comme si de rien n'était. Pourquoi tout ça ? Pourquoi je te raconte tout ça ? C'est parce que en fait, toutes ces personnes-là, ce qu'ils veulent,
et c'est ce que j'ai observé quand elle était en soins palliatifs, ils veulent qu'elle soit bourrée de morphine. Ils veulent tout simplement avoir un légume en face d'eux pour ne pas perdre de temps à faire les choses avec plus de délicatesse. Parce que un malade qui est bourré de morphine, il ne ressent plus la douleur. Donc tu peux y aller. Tu peux y aller faire le nettoyage, la propreté, tout ce que tu veux. C'est cool. Mais quelqu'un qui ressent les choses physiquement, il fait chier en fait. Donc ça a été une lutte sans fin pour limiter les doses de morphine. Bon, si toi tu es en santé naturelle aussi, tu le sais. Faut pas avoir recours à la morphine. Ma soeur, elle le faisait vraiment aux doses minimales parce que ça te flingue ton foie. Si ton foie est flingué derrière, il se passe quoi ? Il se passe que tu as de forts risques de crever en fait, parce que c'est un processus en chaîne. Quand tu as le cancer, déjà l'organisme il est soumis à rude épreuve quand même, tu vois. Enfin, je vais pas t'expliquer les principes de santé naturelle ici, parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet. Mais comprends qu'il y a une bonne raison de ne pas vouloir intoxiquer son foie. Voilà. Parce que évacuer les toxines du foie, c'est tout un protocole à faire. Et quand tu as déjà le cancer et qui produit beaucoup de toxines métaboliques dans le corps, ça fait beaucoup. Et là, ça fait peut-être trop pour le corps, tu vois. Enfin, tout ça pour dire que ma sœur avait une bonne raison de dire non, je ne veux pas me bourrer avec des sédatifs et avec de la morphine. Donc on a lutté pendant 1 an avec ça, voilà. Et donc l'infirmière, elle se disait, quand elle en aura marre d'avoir mal, elle sera bien obligée de s'avaler sa morphine et elle va arrêter de nous prendre la tête. Donc elle n'a jamais flanché, jamais, jusqu'à ce que ma sœur meure. Voilà la réalité. Ça me brise le cœur de savoir ça. Je ne peux pas ne pas avoir de compassion pour les infirmières et les aides-soignantes, etc. Je comprends la difficulté du métier, mais excuse-moi, y en a d'autres qui ont des métiers aussi qui sont terribles. Hein. C'est pas pour autant qu'il faut perdre son humanité. Je suis désolée, c'est pas un argument pour moi. Qui plus est, ça peut arriver. Il y a des contextes de vie particuliers où pile tu es en train de traverser une épreuve de vie, tu es au bout de ta vie. Je comprends, mais tu peux pas rester sur une base comme ça, quoi. Je trouve ça vraiment écœurant, quoi. Très négatif. Et ce côté des petites gens, tu sais, qui ont le pouvoir entre les mains. Moi, c'est ça qui m'écoeure. Tu as des malades, ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule, ils sont obligés. Quand ils te disent je viens pour faire le coucher, ils te couchent en plein jour. Parce que tu vas faire quoi ? Tu vas te lever et leur dire casse-toi ? Non, ils ont besoin de toi. Donc ils savent qu'ils doivent fermer leur gueule. Mais ça, c'est quoi cet état d'esprit-là ? Parce que l'autre, il ne peut pas se lever, parce que justement, il est dans le besoin, parce qu'il est en vulnérabilité, c'est là que toi, tu en profites et que tu fais ta loi. Mais c'est horrible, tu vois ? Tout ça, c'est une question d'éthique morale que les gens n'ont plus et que donc nous, on a vu avec en particulier ces infirmières-là et certaines des aides-soignantes. Heureusement qu'on a vu le contraire aussi, hein, parce que sinon, tu te dirais, mais c'est la nature humaine, là, il faut ça va pas, quoi. Donc non, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, malheureusement. Et ce qui m'a, moi, le plus choqué, c'est effectivement l'insensibilité vis-à-vis de la douleur. Et de se dire que la première qui va flancher, ce sera la malade, parce que la douleur est insupportable. Et donc, tu comptes là-dessus. Donc, t'es brutal. Quand tu fais tes soins, t'es brutal. Et tu te dis, si elle n'est pas contente, elle a qu'à se shooter avec sa drogue et elle arrête de nous emmerder. C'est horrible. Voilà. Donc, c'est à ça que je pensais en train de marcher tout à l'heure. Tu vois, c'est pour te montrer à quoi ressemble le deuil 3 ans plus tard. C'est ça. Tu es en train de marcher tranquillement. Moi, j'ai bossé toute la journée sur mes projets, sur mon activité qui n'a rien à voir. J'avais aucune raison de penser à ça, quoi. Et je suis en train de marcher, je n'ai pas vu une infirmière devant moi. Mais en fait, tu sais ce qui m'a donné cette idée-là, c'est que j'étais un peu en train de marcher sur ma petite route de campagne. Et puis là, j'ai une voiture qui me double. Et vraiment, mais qui n'en a rien à cirer de moi à côté. Heureusement, c'est pas une généralité.
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est vite comme ça, cette voiture. On était arrivé dans un hameau et elle s'est garée dans une maison vraiment 3 pas plus loin, quoi. Donc moi, j'ai eu plein de poussière dans les yeux et tout. Je me disais, ah, putain, mais c'est désagréable. Vraiment, la personne, elle était super pressée. Puis là, j'ai mon esprit qui vagabonde et je me suis dit, ah oui, bah oui, ça doit être peut-être une infirmière vu la fin de la journée, ça se trouve, elle vient pour s'occuper de quelqu'un. Bon, en fait, j'avais mal calculé parce qu'il est quand même déjà assez tard. Enfin, j'en sais rien, en fait. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ne t'énerve pas, Kenza. C'est une professionnelle qui est sur son parcours de travail. Il faut être compréhensif, quoi. Il faut laisser les gens... voilà, elle est fatiguée, c'est peut-être son dernier truc, ou alors elle a besoin de rentrer chez... J'en sais rien, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à y penser. Voilà. Et là, je me suis dit, mais elle m'a vue. Elle aurait pu, tu vois, simplement ralentir. Et c'est là où j'ai pensé à l'infirmière qui s'occupait de ma sœur. Et chaque fois, ma sœur, à chaque fois, elle avait la boule au ventre avant qu'elle arrive. Tous les jours. Elle me disait, oh là là, mais quelle horreur, il y a l'infirmière qui va arriver. Et quand elle partait, ma sœur ne pouvait pas desserrer les dents, tellement elle avait été obligée de sceller sa mâchoire pour ne rien dire, pour subir, pour pouvoir continuer à avoir des soins. Parce que en fait, la punition, c'est ça. C'est que, ben non, on ne te lavera plus, on ne te mettra plus tel truc, on va mal s'occuper de toi, en fait. Tu vois ? Les punitions sont là, en fait. C'est des châtiments physiques. Et donc, quand je venais la voir, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Parce qu'en plus, je n'avais pas le droit de rester là. Des fois, je restais à côté exprès pour que l'infirmière sache que j'étais là, en fait. La majorité du temps, il fallait que j'aille ailleurs. J'allais dans ma chambre, en fait. Mais des fois, je restais à côté. Et donc, elle est obligée de faire plus attention. Et à chaque fois, répétitivement, je voyais ma sœur avec sa mâchoire serrée comme ça. Et je me disais, oulala, ça a dû être dur. Soit physiquement, soit les deux, moralement aussi, parce qu'elle était obligée de fermer sa gueule. Et elle savait, tu vois, le matin venait de passer, elle a eu son soin du matin, et elle savait qu'elle avait rendez-vous le soir, enfin en fin d'après-midi, avec de nouveau la même infirmière et qu'il allait se passer la même chose. Et elle avait ça 2 fois par jour, tous les jours. Mais est-ce que tu imagines le harcèlement, le découragement? Tu es déjà au bout de ta vie, tu as le cancer, tu as mal, tu as une métastase, tu as des médecins qui te disent on voudrait accélérer ta mort. Ils sont tous derrière toi pour essayer d'accélérer les choses. Tu essaies de t'en sortir et d'essayer encore de voir la lumière du jour. Tu es avec ta soeur jumelle, tu as envie de vivre la fin de ta vie comme tu veux jusqu'au bout. Mais non, tu peux pas. Et il y a vraiment une torture à ce niveau-là qui est épouvantable. Et c'est vrai que quand on était aux soins palliatifs, la médecin, la directrice, elle avait fait la même chose. Derrière notre dos, en fait, elle avait donné les consignes à toute l'équipe de bourrer ma sœur de morphine et de sédatifs. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle était dans cet état-là. Au bout d'un moment, ma sœur arrivait à émerger un peu. Elle m'a dit, écoute Kenza, il faut absolument reprendre le contrôle de la situation parce que là, je suis droguée. Et moi, j'étais en panique parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment faire. Je me souviens avoir eu cette discussion avec la médecin qui me regardait. Mais je pense que vraiment, c'est un pervers narcissique, cette femme. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Elle me fixait dans les yeux en me disant, ah ouais, tu vas faire quoi? Et elle me dit, vous allez faire quoi alors? Mais tu peux imaginer qu'un médecin te parle comme ça? Il n'y avait aucun témoin. Et maintenant, je comprends en fait que ça pullule, les pervers narcissiques, ou en tout cas ceux qui ont un comportement qui s'approche de ça, et surtout dans le milieu médical. Mon Dieu! Et en fait, elle avait donné les consignes pour que ma sœur soit complètement droguée, et que, en fait, elle ne ressorte jamais de cet endroit-là, quoi. Et finalement, ma sœur, avec beaucoup de patience, elle a fini par amadouer la docteure. Mais je ne sais pas comment elle faisait. Ma sœur, elle avait une patience. De toute façon, elle avait l'intelligence
de la nature humaine. Voilà. Et donc finalement, elle avait obtenu enfin qu'ils arrêtent les injections obligatoires automatiques et qu'ils lui donnent en fait des comprimés pour déjà qu'elle ait un peu plus la main dessus, quoi, pour voir les quantités. Parce qu'évidemment, quand c'est des injections automatiques, elle ne pouvait rien faire. Donc déjà, ça a été un premier pas. Mais par contre, elle avait donné les consignes. À chaque fois que vous devez faire les soins du matin et du soir, en clinique, vous lui faites une dose, mais de cheval, de sédatif et de morphine. Juste pour ça, juste pour la toilette du matin et la toilette du soir. Et ma soeur me dit, mais attends, à chaque fois je me prends une dose dans le corps, juste pour que ça se passe mieux pour elle. Et quand ma soeur a commencé à leur dire, mais arrêtez de m'injecter. Elle dit, oui, mais vous avez trop mal. Ah, mais on est obligé, vous comprenez, vous avez trop mal. On peut pas, sinon vous touchez, parce que vous avez trop mal. Et il disait, mais attendez, j'ai déjà vu d'autres personnes qui sont occupées de moi, elles ont réussi. Et on est dans une clinique, alors je peux vous dire que ça ne se bouscule pas au portillon. Je suis désolée, là où je suis, là où était ma sœur, on va pas dire qu'il y a des gens et des gens et des gens qui attendent derrière. Et non, il n'y avait aucune raison à ça. Et pour preuve, c'est qu'au bout d'un moment, 2 mois, tu as le temps, elle a fini par obtenir qu'elles arrêtent de lui injecter comme ça à tort et à travers des doses de morphine toute la journée. Donc c'était bien possible. Et après, les femmes ont fait, ah ouais, en fait c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et c'est vrai que c'était très choquant. Donc ma soeur, quand elle est revenue à la maison, en fait elle m'a dit vraiment, je crois que je suis au bout là. En fait je peux plus tenir. J'ai trop subi pendant 2 mois là. Dans ce contexte en plus général, parce que là c'était du mois octobre et novembre qu'elle a passé dans cette clinique des soins palliatifs. Elle m'a dit clairement, je crois que je suis arrivée au bout, j'arrive plus à tenir. Et pour que ma soeur me dise ça, c'est vraiment qu'ils y sont allés comme des malades quoi, sur elle, ils se sont acharnés sur elle. Elle me disait, s'il te plaît, mais vraiment sors-moi d'ici. Fais ce que tu peux, mais sors-moi d'ici. Mais moi, j'avais la boule au ventre. Quand je venais la voir à peu près tous les jours. Et je me disais, mais oui, il faut que je la sorte d'ici. Oui, il faut que je lui redonne cette liberté de rentrer chez elle. Elle a le droit d'être malade chez elle. Et bon, si elle doit mourir, moi je ne pensais pas à la mort à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'étais très inquiète. Je disais, mais elle a le droit de mourir chez elle. Elle a le droit. Et en fait, on n'a plus aucun droit. On est avec des gens abusifs, avec un système abusif. Et ces gens-là, en fait, ils sont plus humains. Donc je repensais à cette infirmière qui, chaque jour, en allant chercher la bassine, en allant chercher je sais pas quoi, elle donnait des coups, sans le faire exprès, mais elle donnait des coups au lit. Et à chaque fois qu'elle donnait des coups, parce qu'elle était une grosse brutasse en fait, à chaque fois ma soeur avait très mal. Et je peux vous dire, ma soeur, mais quasiment, je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Et j'étais là tout le temps. Je ne l'ai pas entendue non plus se plaindre avec les infirmières ou avec les autres. Elle prenait toujours sur elle. Mais quand elle te disait, là ça me fait mal, est-ce que vous pourriez... Mais elle lui disait calmement. Elle n'était pas en train de pleurer, elle n'était pas en train de faire du chantage affectif, elle n'était pas en train de hurler, elle n'était pas en train... Non, elle posait calmement en disant, écoutez, je ressens vraiment de fortes douleurs. Est-ce que c'est possible que vous arrêtiez de secouer le lit ou donner des coups de pied dans le lit à chaque fois, parce que le problème c'est que j'ai les os en fait qui ressentent les vibrations et ça augmente les douleurs. Voilà. Et l'autre à côté qui se dit, mais ouais, mais cause toujours, j'en ai rien à foutre. Tu souffres, tu continueras de souffrir. Je veux juste que tu fermes ta gueule et que tu prennes des doses de drogue pour que moi, ma vie à moi soit plus facile à faire. Tu vois, que toi, ton humanité, elle soit arrivée à ce stade-là alors que tu n'es pas en âge de mourir. Mais ça, je m'en fous, parce que t'es pas la première, t'es pas la dernière. Il y en a plein, tu vois, que j'ai vu mourir, que j'ai accompagné. Donc maintenant, je ressens plus rien. C'est tout. Donc c'est ça que j'imagine qu'elle avait dans sa tête, cette bonne femme. Et le pire de tout ça, c'est qu'on l'aimait bien. Parce que, dans le fond, c'était pas une mauvaise personne, comme je te dis. Elle n'était pas en train de spécifiquement faire exprès de faire des choses dégueulasses.
C'est juste qu'elle a décidé que c'était elle d'abord et le patient après. Et que même si ça se reproduisait jour après jour, ça pouvait durer plus d'un an, ça durera plus d'un an. Et c'est comme ça, et c'est tout. Voilà. Je suis écœurée, si tu savais. Je suis complètement écœurée de ce comportement-là. Et c'est vraiment, voilà. Ça te donne une idée de à quoi ça ressemble quand on a des pensées envahissantes comme ça, du passé, qui reviennent et qui me tordent le corps. Je sais aujourd'hui que ma sœur est morte. Je sais qu'elle n'a plus de corps aujourd'hui, qu'elle n'a plus mal. Elle n'a plus mal du tout. Mais en fait, moi, j'ai mal. Moi, je continue d'avoir mal. Je continue d'avoir mal parce que j'ai vu quelqu'un souffrir. Et quelqu'un qui n'a pas été respecté dans son intégrité physique, ni dans son intégrité morale. Et que notre gémellité, notre besoin d'être ensemble, notre besoin de poursuivre la vie n'a jamais été respecté. Et par tout ce système-là, et comme je te dis, heureusement il n'y a pas que, parce que le médecin de ma sœur, qui était le médecin généraliste, qui avait très bien compris que de toute façon les oncologues l'avaient condamné à mort dès le premier jour, qu'il n'y avait rien à faire, donc elle a très bien compris que ma sœur avait décidé de suivre un protocole naturel. Donc il n'y avait pas de souci avec ça. Donc tout le monde n'est pas jeté à la poubelle. Mais il n'empêche que ceux qui restent avec toi, collés à toi, ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin de vie de ma sœur, ça a été extrêmement toxique. Et moi, je continue, tu vois, à marcher sur ces sentiers. C'est vrai, j'ai de la colère, envie de leur dire, mais est-ce que tu as conscience que moi, je t'aurais envoyé un pain dans la gueule, hein. Je me serais pas retenue, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas mal. Moi, j'avais pas mal, donc j'avais pas de risque. Le seul risque, c'est la prise d'otage qu'ils font avec les personnes malades. Voilà, tu fermes ta gueule, sinon on ne s'occupe pas de toi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si quelqu'un se retrouve dans cette situation de devoir aider un membre de sa famille, ou quelqu'un qui compte beaucoup, je te dirais vraiment, fais gaffe de savoir qu'est-ce que tu peux donner ou pas, parce que il y a vraiment un souci et que le malade a vraiment besoin d'être entendu. Il a vraiment besoin d'aide et que même si toi tu peux pas t'en occuper, si tu peux pas venir, mais quand tu viens, essaye vraiment au maximum de donner quelque chose de qualité, parce que ce qu'il est en train de vivre est absolument dégueulasse. Et que avoir comme perspective la guérison qui semble difficile ou la mort, crois-moi que c'est difficile de te lever chaque jour comme ça. Alors ma sœur, elle ne se levait plus, mais elle se réveillait comme ça. Elle avait du mal à dormir, du mal à se réveiller, du mal à rester seule. Enfin, elle avait tellement de trucs affreux, mais je sais, tu vas me dire, ouais, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la fin de vie de n'importe qui. Bah ouais, mais moi, je sais pas, je suis pas immunisée pour ça. Et encore heureux, parce que sinon, je pense que j'aurais perdu mon humanité. Voilà. Allez, je te laisse me faire des commentaires. Raconte-moi un peu ce que tu en penses. Dis-moi si toi aussi tu as vécu ça. Et courage à nous. Allez, gros bisous.